Eh bien, bon mercredi à tous, madame, monsieur. La presse est disponible en kiosque. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds et autres personnes de l'actualité. La Nouvelle Expression parle du décès de Tato Stéphane. Le coup de gueule de Roger Mila, c'est le titre proposé par le journal. L'ancien dossard numéro 9 des Lions Indomptables dénonce les conditions déplorables dans lesquelles est donc décédé son ancien coéquipier. C'est ce qu'on découvre en page 3 du journal. On parle également de Pété Banjoun ce matin avec des lueurs de réconciliation en page 2. On s'intéresse également à la Dibamba, une cité dans la ruine. En page 7 du journal de la Nouvelle Expression, le Messager pour sa part parle de succession au sommet de l'État, les secrets de la bataille Washington-Paris, c'est ce qu'on découvre en page 3 du journal. Et on parle également de Bertois dans la région de l'Est Cameroun avec les médicaments de contrebande, ce qui se porte d'ailleurs très bien, c'est ce que le journal nous propose ce matin. Les saisies d'une valeur marchande de 80 millions de francs CFA brûlées par les douaniers, c'est ce qu'on lit en page 8 du journal. Il y a le numéro de Forum Libre également qui est en kiosque aujourd'hui, qui parle de vastes mouvements attendus au Minat. 4 gouverneurs et 31 préfets déjà en retraite, c'est en page 3. Le journal s'intéresse aussi à l'hommage au maréchal de logis rendu donc par Finesse. Félix Etoundi dit plus jamais ça, c'est ce qu'il dit d'ailleurs à Finesse Voyage. Et on s'intéresse aussi à l'intimidation et même la mise en garde. Sa Majesté Sokoudjou dénonce et exige même réparation donc au préfet des hauts plateaux. C'est à lire en page 4 du journal Forum Libre ce matin. L'autre journal disponible en kiosque, il s'agit notamment de Mutation qui parle donc du ministère de la Santé, bien entendu du collectif des indignés. Prime à l'apaisement, c'est le titre proposé par le journal. C'est ce qu'on peut lire en page 3. Le même journal parle aussi d'une trentaine de préfets vers la sortie, parlant de la retraite également en page 9. Éco-Santé qui en kiosque ce matin s'intéresse à la même affaire suppression donc de la prime de technicité, agent technique également, accord parfait entre Malachi Manaouda et notamment le cœur médical. C'est le dossier proposé par le tabloïd ce matin. Le même journal s'intéresse aussi à la santé mentale avec les femmes enceintes et laitantes, désormais prises en charge psychologiquement. C'est ce que le journal propose aussi comme information ce matin. Le journal L'Action parle de magistrature suprême, regard tourné vers Etoundi, c'est ce que le journal propose. De grandes décision devrait donc découler des travaux du Conseil supérieur de la magistrature et qui se tient d'ailleurs le 10 août prochain. C'est ce que le journal propose en page 9 du journal L'Action ce matin. Et puis Émergence parle donc d'indemnités et autres avantages. Guerre ouverte entre les magistrats et les greffiers. C'est le dossier à lire ce matin également dans le journal. Tribunal coutumier, les habitants de Touboro protestent contre la nomination d'un juge. C'est ce que le journal propose aussi en page 3. Autant d'informations à lire dans la presse ce matin. Le soir hebdomadaire parle de remaniement ministériel avec le temps du président. Le coup de gueule donc de Saint-Éloi Bidon, c'est ce qu'on peut lire aussi dans le même journal. Et puis les du Sahel de ce matin parle de Guetchewe, les populations bout de l'odon présidentiel à lire dans le numéro de ce matin. Le même journal parle également du Grand Nord, 48 498 candidats attendus donc au probatoire général cette année. C'est le journal qui donne cette information. C'est les du Sahel qui a d'autres informations aussi. Cameroun Tribune parle d'élections régionale, ça s'annonce, c'est le titre proposé par le tabloïd pour parler notamment des multiples rencontres qui se tiennent donc depuis quelque temps entre les chefs traditionnels et l'administration et bien entendu les élites aussi. Ce sont là des informations à lire dans le journal. Ce matin, Diapason parle donc plutôt de revendications salariales. Paul Biya indexé, c'est une question que se pose le tabloïd avec tout un dossier que je vous invite à lire dans le même journal, disponible en kiosque ce matin. La presse est disponible tout comme le journal L'économie qui parle également de l'actualité. Ce matin, le journal est donc revenu sur l'évaluation du Covid, les chiffres du Covid-19 en zone CEMAC, 5 mois après. Le dossier à lire dans le numéro de ce matin et bien d'autres informations aussi parlant de la coopération. Le président Mahamadou Buhari, donc en visite d'État au Cameroun, demain, c'est le 6. Et donc là, l'autre information que je vous invite à lire dans le journal, l'économie, autant d'actualités à lire dans la presse, ce 3e jour de la semaine, avec déjà nos invités sur ce plateau. Edith Lisson, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien et bonjour à tous les téléspectateurs, les fidèles de la revue des Grandes Unes. Donc ce matin, on est content d'être là, mais surtout une pensée pour toutes ces populations sans abri du côté de la rive. On va dire la rive droite ou la rive gauche de la Dibamba, je ne sais pas, ça dépend de quel côté on se trouve. On se trouve justement. Et voilà, on parlera de tout cela tout à l'heure. Merci d'être là, ce mercredi, c'est le mercredi de Kazimi et d'Idriss. Bonjour Kazimi.
Bonjour Flavien, bonjour Idriss, bonjour aux nombreux téléspectateurs du mercredi de Casimir et Idriss. Il y a un fait qui m'intrigue et vous allez me permettre d'entrer par là. Flavien, il s'agit de ce qui nous concerne, nous les journalistes, parce qu'un journaliste Bidjoka, Barlev Sismondi, s'est dit séquestré, torturé, déshabillé dans le cabinet du ministre de la Communication. Recoupement fait, parce que vous savez, il faut faire la distinction entre journalisme d'investigation et journalisme de bureau. Il s'agissait en réalité de la propagation des fausses nouvelles par notre collaborateur et il a estimé que le ministre de la Communication aurait reçu 8 milliards de francs CFA. 8 milliards de francs CFA dans le cadre de la lutte contre Covid-19, alors qu'il n'en était rien. Il n'en était rien. Lorsqu'il a été convoqué pour recouper l'information, il s'est avéré que cela était une fake news qu'il a propagée et que, au lieu de demander pardon, il a continué à faire dans l'invective et c'est pour cela qu'il a reçu. Je veux dire, le journalisme, c'est un métier noble. Et le journalisme d'investigation, c'est celui qui s'appuie sur les faits de terrain, qui va dans les investigations au lieu de rester dans les bureaux pour pondre des articles et des éditoriaux qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité. D'accord. En tout cas, ça c'est la vote contre la scène, la parole, bien sûr. Je vais seulement dire, c'est inviter notre Casimir ce matin, comme il est journaliste d'investigation, et ça c'est connu, de continuer l'investigation parce que M. Balev dit ce matin qu'il invite tout simplement le ministre de la Communication à présenter les vidéos de son bureau, de ce qui s'est passé entre dimanche, en fait ce jour-là entre 17h et 20h. Donc, ça c'est les conséquences d'un acte. Alors, il faut faire la distinction entre les conséquences et l'information. Il a fait une mauvaise information et il devrait s'en prendre qu'à lui-même, il devrait corriger cette information. Ce qui s'est passé dans le bureau du ministre, ce n'est tout à fait les conséquences. Et puis j'ai l'habitude de dire, lorsqu'un journaliste a commis une bêtise, c'est-à-dire de donner une mauvaise information, il lui revient tout simplement de rentrer, dire que je m'étais trompé. Ce qui est arrivé après, c'est les conséquences. Donc vous encouragez ce qui est arrivé? Je n'encourage pas du tout. D'accord. En tout cas, la vôtre contre la sienne, vous allez certainement nous dire la vraie version d'ici peu. Donc, avec ce que la presse nous propose ce matin, la sortie ou alors le coup de gueule d'Albert Roger Mila, à la suite notamment du décès de Stephen Tato, il fait savoir que toutes ces grosses pointures du sport au Cameroun qui décèdent dans l'anonymat carrément et de façon désastreuse, on découvre carrément qu'on oublie ceux qui ont quand même mentionné le nom du Cameroun à l'extérieur positivement, parce que là on parle du sport, le football. Oui, Flavien, il faut dire que lorsqu'on lit l'article, la grande une de la Nouvelle Expression, et en lisant cet article dans la Nouvelle Expression ce matin, c'est une affaire de plus, c'est-à-dire que c'est un coup de gueule de plus, tout simplement. Vous savez, quand on quitte du sport ou à la culture, vous savez, on est fréquent. On a eu la fréquence et l'habitude de vivre cela lorsqu'un artiste de renom meurt, et il meurt toujours comme s'il n'avait jamais été cette personnalité-là. Aujourd'hui, c'est l'ancien capitaine qui, il faut le dire, pendant sa vie a été quelqu'un de toujours sobre, de disponible, malgré son statut et même le fait qu'il n'a pas été pris à sa juste valeur. En fait, c'est ça le coup de gueule de Bila, que quelqu'un comme Stephen Tato ne devait pas mourir comme il est mort. Mais alors, vous savez, il y a souvent, lorsque nous allons, si on a les oraisons funèbres, on parle d'un mort, on dit toujours, ceux qui viennent faire l'oraison, disent toujours qu'il s'adresse aux vivants et non à celui qui est parti. Parce que celui qui est mort, il est bel et bien parti. Bon, maintenant, est-ce que la République pourra, pour la progéniture du capitaine Tato, avoir une séance de rattrapage? Point d'interrogation. Est-ce que nous qui vivons là, nous allons prendre conscience que mieux vaut améliorer nos conditions de vie actuellement, quel que soit le secteur, là où nous travaillons, et en reconnaissant ceux qui se démarquent, parce qu'une république où on ne reconnaît pas que les gens peuvent se démarquer, peuvent être excellents dans leur domaine, peuvent être des porte-voix et leur donner cette reconnaissance pendant qu'ils sont vivants, et le faire post-mortem, franchement, c'est une république qui n'est pas une république qui prône l'équité. Donc, à ce moment-là, nous les vivants, allons nous prendre conscience, une fois de plus face à cette mort, pour que nous reconnaissions ceux qui œuvrent et qui ont été les porte-flambeaux de notre vert ou jaune. Quel que soit le secteur, aujourd'hui, pendant qu'ils sont vivants,
je pense qu'il n'est pas tard pour qu'on corrige. Voilà. Vous également, vous avez une lecture différente de celle d'Idriss concernant le coup de gueule d'Albert Roger Mila? Ma lecture est pratiquement la même que Idriss. Tout simplement, je veux peut-être aller un peu plus loin pour rappeler que Stephen Tato est ce capitaine emblématique qui, sous le brassard de qui le Cameroun a obtenu la CAN de 1988 au Maroc. C'est également sous son brassard que le Cameroun est allé jusqu'en quart de finale au mondial italien de 1990. Et c'était pour la première fois qu'une équipe africaine atteignait ce niveau de la compétition. Mais après cela, Stephen Tato est tombé dans les oubliettes totales. Il est mort dans la précarité totale. Il est mort chez lui, à domicile, tout simplement parce qu'il lui manquait même de l'argent pour aller se faire hospitaliser. Et ce sont ses coéquipiers, que ce soit Roger Mila, que ce soit Mabouan Kessa, et même notre excellent confrère Martin Kamuming, qu'il faut rappeler, il avait commencé ici à Equinox et aujourd'hui il est le directeur d'une radio de sport. Il a exactement décrit comment Stephen Tato manquait même du carburant et puis on l'a utilisé uniquement pour des tâches de seconde main. Il était envoyé de temps en temps à l'aéroport, même si c'est à 2 h du matin, pour accueillir les équipes qui viennent jouer au Cameroun, les équipes étrangères. La seule fois où on a un peu reconnu son mérite, c'est quand la CAF fait le tirage au sort du CHAN ici à Yaoundé, au Palais des Sports. On a fait appel à lui pour faire le tissage de ce tirage au sort. Même son véhicule, quand il a fallu vendre son véhicule, ce sont les gens, les cadres de la FECAFOOT qui l'ont acheté pour l'enfoncer davantage. Et aujourd'hui, dès qu'il meurt, vous voyez tous les témoignages hypocrites où les gens disent qu'il était très bon, il était ceci, il était cela. Exactement comme Idriss dit que les témoignages, justement, quand on les fait au deuil, ça n'a plus rien à voir avec le décours, avec le défunt. Donc, Stephen Tato est mort comme beaucoup de héros dans l'anonymat, dans la précarité. Et il faudrait que cela serve d'exemple aux autres joueurs et que la situation change, que l'on prenne désormais en compte les anciennes gloires, que ce soit les musiciens, que ce soit les artistes, que ce soit les footballeurs, que ce soit même les écrivains, voire même les journalistes, qui ont fait des révélations, qui ont fait des mérites dans leur domaine respectif. Il ne faudrait pas qu'on les laisse dans la précarité. Alors, on vous dira au Cameroun, par exemple, que Albert Roger Mila est ambassadeur itinérant. Entre-temps, Georges... Et on sait comment il est devenu. On sait comment il est devenu. Comment Youssou N'Dour est ministre de la Culture de son pays, par exemple. Où ils sont nombreux, au moins ailleurs, à qui on accorde quand même du crédit ou le respect. Une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est vrai. Donc, en fait, c'est tout ce que je peux dire, qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Donc, en fait, il ne faudrait pas qu'on soit toujours là, Flavien, parce que c'est bon de relever ça, parce que quand vous le dites, c'est comme ça qu'on va nous rétorquer. Parce que en fait, on parle ici de mettre des mécanismes, de créer c'est-à-dire qu'un dispositif réglementaire, un accompagnement global qui puisse permettre à ce que nos héros, quel que soit le secteur dans lequel ils ont représenté le vert ou jaune, puissent vivre dans la dignité tout au moins. On ne veut pas que les gens soient... Tout le monde ne pourra pas être milliardaire, tout le monde ne pourra pas être millionnaire, mais tout au moins tout le monde devrait vivre décemment, et surtout ceux-là qui ont véritablement porté le vert ou jaune au sommet. Donc moi je pense que, comme l'a dit Casimir, face à ce décès de Tato, je suis sûr que ce ne sera pas le dernier, mais allons-nous pour une fois en 2020 prendre conscience. Oui, il y a beaucoup d'autres avant lui, mais non, moi je dis pour demain, ou pour aujourd'hui et demain. Allons-nous prendre conscience pour que demain il n'y ait pas d'autres qui puissent mourir comme ça dans la précarité sans qu'on ne prenne compte de l'environnement et qu'on mette des cadres d'accompagnement durables par rapport à ce type de situation et qu'on ne soit pas là, parce que ça ne fait pas honneur malgré tous les témoignages qui vont être faits. Mais en fin de compte, ce qui restera, et lorsqu'on marquera, ce sera que ce capitaine est mort dans le dénouement. D'accord. Je veux sortir. Au Cameroun, il y a un seul stade qui porte le nom d'un joueur au Cameroun. C'est le stade Mbappé-Lépé. Par contre, le stade Mbappé-Lépé d'Aqua
Par contre, Roger Mila a revendiqué plusieurs fois que le stade de Japoma porte au moins son nom, ce qui n'est pas fait. Et lui-même, Roger Mila, si vous vous souvenez comment il est devenu ambassadeur itinérant, c'est au cours d'une visite, alors que Paul Biya lui avait dit « je vous verrai ». Pendant 10 années, il a attendu. Il a fallu qu'un président français vienne et l'embarque pour que le président Biya se rappelle que Roger Mila est là et le nomme ambassadeur itinérant. Et les autres alors, posons-nous la question. Donc, il faut que ce genre de massacre cesse. Et voilà. Donc, c'est le journal La Nouvelle Expression qui revient ce matin. Et nous parlons de ce coup de gueule d'Albert Roger Mila, parlant donc de cet ancien lion indomptable qui aujourd'hui est décédé, Stephen Tato, dans des conditions que l'on observe et relevées par la presse. Et le même journal, et ce matin, s'intéresse aussi à autre chose, parlant de Pété Banjoun, avec des lueurs de réconciliation. On le voit bien. Casimir, vous souriez un peu. Oui, je souris parce qu'il s'agit de mon village, de mon très beau village que beaucoup appellent la terre promise. Mais depuis la mort du mania des affaires Photo Victor, ce n'est pas le calme, c'est pas le grand calme. La prestation de serment qui s'est passée il y a 48 heures fait croire que le calme est là. Mais lorsque vous allez en profondeur, vous allez voir que la famille du défunt continue à se déchirer et les affectations disciplinaires entre enfants se fait tous les jours. Espérons qu'au moins... Mais le reporter de la Nouvelle Expression était sur les lieux, il a quand même non, je dis, ça c'est l'arbre qui cache la forêt. Les déchirures ne se font pas voir au grand jour. Il faut être encore un journaliste d'investigation comme le jeune enquêteur pour savoir ce qui se passe en profondeur. Je ne voudrais pas ici dévoiler tout ce qui se passe parce que le jeune enquêteur le fera dans les prochains jours. La Nouvelle Expression, le reporter nous apprend que ce sont les lueurs de réconciliation observées. Oui, je voudrais dire tout simplement à Casimir qu'attention, il faut faire la différence entre la famille Fotso et ses méandres et la commune de Pété Banjoun dans laquelle Madame Niki Love entièrement Idriss. Donc le reporter dit bien que la prestation de serment c'était l'exécutif communal et l'installation des conseillers municipaux. Ça s'est fait et se démontre qu'il y a par rapport aux élections, nous le monde sait qu'on connaît la chronique, tout ce qui s'est passé avant, avec le décès et la succession de Photo Victor, on connaît tout ce qui s'est passé, les conciliabules et tout ça. Et on constate que finalement, les élus du RDPC de cette commune ont pris en compte que c'est Banjoun qui doit gagner et qu'il faille taire les différentes rivalités. Moi je dis, c'est tant mieux. Maintenant, si c'était une image de façade, le temps de prester serment et que les uns les autres rentrent pour commencer à se batailler au détriment de la population. Parce que, fatalement, si le RDPC ne joue pas ce jeu-là, s'il n'y a pas synergie, s'il n'y a pas apaisement, s'il n'y a pas véritablement cohabitation entre ces conseillers, qui perdra, c'est le RDPC, je suis désolé, et principalement la population de Banjoun qui attendent que le nouvel exécutif continue sur la lancée du maire Fosso Victor qui a levé la barre très haut. Donc, en fait, c'est de ça qu'il est question. Si les uns les autres, ils continuent encore à faire des petites batailles de qui est là, tel est là, on a fait ça franchement, non seulement ils échoueront, non seulement eux aussi n'entreront pas dans l'histoire, dommage pour eux alors qu'on a donné l'opportunité de suivre les traces du patriarche, alors entre-temps, c'est le parti qui perdra parce qu'en face, il y a des partis d'opposition qui sont là et observent avec les yeux grands ouverts et disent que le RDPC se bataille et ils boivent du petit lait. Très bien. Alors, ce qu'on peut lire dans le journal La Nouvelle Expression également en page 2, ce matin, le Messager pour sa part s'intéresse aux médicaments de contrebande qui se portent bien dans la région de l'Est Cameroun, à Bertha par exemple. On parle bien sûr de 80 millions de francs CFA ou alors cette valeur accordée justement à cette cargaison de 80 millions de francs CFA, des produits qui ont été brûlés par les douaniers. Oui, je souris, pourquoi? Parce que vous savez, on est quand même très souvent, finalement, quand on dit la contrebande, on parle des médicaments de contrebande. Est-ce que c'est des médicaments qui n'ont pas suivi le circuit officiel? Vous savez qu'un médicament qui entre au pays doit suivre un circuit réglementaire et passer par des organismes reconnus qui distribuent en fait ces médicaments, qui devaient distribuer ces médicaments dans les centres de santé intégrés, dans les centres médicaux d'arrondissement, les hôpitaux de district et tout le reste. Donc, il y a cette structure qui existe. Maintenant, il se trouve que, parallèlement, il y a des Camerounais qui font entrer des médicaments, c'est des circuits bien huilés, et très souvent avec la complicité de la douane, qui font entrer des médicaments, ça peut venir par le Nigeria, ça peut venir, je sais pas, par la Centrafrique, je sais pas, par des coins, par le Tchad, pour pouvoir tout simplement rentrer dans le circuit officiel. Parce qu'il se trouve
que très souvent vous allez au CAP, on appelle le CAP, le centre d'approvisionnement en produits pharmaceutiques. Vous allez dans le CAP, chaque région a son CAP. Vous allez dans le CAP, vous constatez que dans ces centres d'approvisionnement des produits pharmaceutiques, il y a rupture de tels produits. Et pourtant, ce produit dans la contrebande se retrouve en masse. Alors, pourquoi y a-t-il rupture du produit, tel produit, pour que ce produit se trouve en masse? Et je vous rappelle que même les centres de santé intégrés des hôpitaux publics, que ce soit les vendeurs ambulants, ces ravitailleurs, c'est eux-mêmes de ces chefs de centre de santé, de ces directeurs des hôpitaux, vont acheter ces médicaments à Douala, ici on parle de Gazon, à Yaoundé on connaît au marché central, on connaît ces zones de ravitaillement de ces produits qui sont de la contrebande, et ils vous disent que c'est de bonne qualité et c'est moins cher, et que ça coûte même moins cher que les produits qui viennent du Cap. Alors à ce moment-là, quand les gens ont créé de doubles parallèles de livraison, et c'est pour cela que vous trouverez souvent, quand vous arrivez à l'hôpital, on vous dit tel produit coûte 10 francs, vous arrivez à l'hôpital, à la pharmacie, vous dit que c'est affiché là 10 francs, vous dites mais pourquoi? La femme dit que non, il y a rupture, on a pris ça ailleurs, donc parce qu'on a pris ailleurs, ça coûte 25 francs, si vous n'avez pas 25 francs, vraiment parti. Vous voyez, ça crée des problèmes dans les hôpitaux. Donc pour dire tout simplement qu'aujourd'hui on a brûlé ces 80 millions de produits au niveau de la frontière avec la Centrafrique, c'est bien, mais je vous assure que ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Parce que la contrebande des médicaments est bel et bien installée dans ce système. Une goutte d'eau dans la mer, dites-vous, mais seulement il faut noter que certains estiment qu'il y a, c'est parce qu'il y a eu mauvais partage qu'on a finalement dévoilé, puisque c'est de coutume. Heureusement que vous le dites vous-même. Et vous allez comprendre, Flavien, que aujourd'hui on parle des médicaments de la contrebande, mais la contrebande ne concerne pas seulement les médicaments. La contrebande a les bras suffisamment longs. On les retrouve dans les marchés de la cigarette, dans la boisson, dans les produits frelatés, les aliments et autres. Et c'est tout à fait contre les Camerounais, contre les citoyens qui prennent des produits frelatés, des produits dont la date de péremption n'est plus la bonne, et c'est tant pis pour eux. Donc la contrebande ne concerne pas seulement les médicaments, aujourd'hui c'est les médicaments, mais il faudrait que les douaniers soient assez perspicaces et qu'ils ne se comportent pas comme ces policiers véreux qui emportent parfois même de la drogue qui trouvent même de la drogue dans les véhicules. Pour peu qu'on leur donne quelques billets de CFA, ils laissent passer. Donc il faudrait que la douane camerounaise soit suffisamment perspicace pour extirper ces produits de contrebande, qu'il s'agisse des médicaments ou des autres produits. D'accord. Alors, c'est ce qu'on va lire dans le journal Le Messager, en page 8, parlant donc de ces médicaments de contrebande qui se portent bien. Donc là, c'est les saisies d'une valeur carrément marchande de 80 millions de francs CFA qu'on a pu brûler donc par la douane à l'Est Cameroun. Et on va lire également dans le journal Mutation de ce matin qui parle de primes, parlant du ministère de la Santé et du collectif des indignés. On parle de cette prime à l'apaisement. Après la rencontre d'hier, le journal Éco-Santé parle notamment d'accord parfait entre Malachi Malaodaya et le corps médical. Oui, il faut dire qu'il y avait une tension dans l'air avec cette suppression de la prime de technicité. Et justement, lorsque la presse a analysé cette actualité après les décisions, en fait, avec les indignés qui avaient déjà levé, commencé à crier à haut sur le boudet en disant attention, nous on ne peut pas en ce moment déjà que tout le monde reconnaît l'engagement des personnels médicaux par rapport à cette pandémie de Covid-19 et surtout qu'est-ce qui au lieu qu'on puisse applaudir et plutôt encourager ces populations, ces personnalités, ces personnels médicaux qui se sont donnés depuis près de 4-5 mois, on vient leur remercier en fin de compte avec cette suppression des primes de technicité, même si les raisons données étaient les bonnes, mais le moment n'était pas véritablement indiqué. Donc aujourd'hui, on est ravis que ce qui devrait être fait, en fait, en amont, c'est ce que les uns et les autres ont rêvé que, bon, peut-être le ministère de la Santé serait peut-être dans son pas à raison, mais pourquoi ne l'avoir pas fait avant de pouvoir justement passer à l'acte pour informer et pouvoir expliquer ce qu'il en est. Et maintenant, après coup, il a fait, tant mieux. C'est mieux voir les médecins apaisés, qui sont plus sereins et qui peuvent accueillir les patients dans les hôpitaux que d'avoir des médecins qui ne pensent que à s'élever, aller revendiquer ou bien qui abandonnent les urgences avec tout ce que cela comporte. Donc, on ne peut que être applaudi face à ces dialogues
qui s'est mis en place, mais on va seulement rappeler à notre ami le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, avec que cette rencontre aurait dû avoir lieu bien avant. Oui. Ça aurait permis tout simplement de ne pas arriver à cette situation. Mais il a eu aussi mieux vaut tard que jamais. Il a eu le temps de découvrir les dossiers en même temps. Donc il fallait investiguer en même temps, puisque vous êtes journaliste d'investigation, vous savez que ça prend souvent du temps. Ça prend du temps, mais il fallait qu'il prenne ce temps-là pour investiguer avant de prendre certaines décisions. Parce qu'il est en train de faire une sorte de danse bafia qui n'a pas son nom. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il supprime une prime de 2400, quelques jours après il accorde une prime pour la lutte contre Covid, ainsi de suite, alors qu'il y avait toutes ces choses étaient déjà réglées à l'avance avec cette prime de 40 000 francs qui était accordée à tous les médecins. Il fallait s'en tenir à ça, prendre la peine de rassembler tous les éléments avant d'officialiser. Moi, j'ai l'impression que le ministre Manaouda Malachi, j'ai un confrère qui aime plutôt l'appeler Malachi, c'est bien Malachi, le ministre Manaouda Malachi étant accablé de part et d'autre avec l'argent de la Covid-19, est en train de se comporter, pas nous, la population et tous les autres, le député Nietzsche, les autres, pendant qu'il se comporte exactement comme un nageur qui est au milieu du fleuve et qui se bat par tous les moyens pour se défendre, l'essentiel étant d'arriver à la rive sain et sauf. J'ai l'impression que c'est à peu près l'attitude de Manaouda Malachi aujourd'hui. J'espère que cela va lui réussir et qu'il va réussir à arriver à la rive sans se noyer et sans prendre beaucoup de gouttes d'eau dans son ventre et dans ses poumons. D'accord. Bon, Flavien, juste ajouter et dire à Casimir qu'attention, mais ceci n'enlève pas. Flavien, vraiment, il faut le reconnaître que dans le gouvernement actuel, je sais qu'aujourd'hui, avec la rumeur persistante d'un réaménagement du gouvernement, avec tout ce que cela comporte, ce que vous voyez, avec tout ce que cela comporte, les gens ne sont pas dupes, et surtout les téléspectateurs ne sont pas dupes, les lecteurs de journaux ne sont pas dupes. Hein, nous sommes en 2020, mais il faut reconnaître que ce ministre est celui qui est venu bousculer les habitudes, qui est venu démontrer qu'on pouvait fonctionner dans la transparence. Le classement a d'ailleurs été fait par la presse il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que je dis qu'on ne doit pas régner, reconnaître. Il faut reconnaître. On parlait de la reconnaissance. Tout à l'heure, voilà, le capitaine Tatouké est parti. Il faut reconnaître les valeurs. Quand quelqu'un vient, trouve un système, apporte une valeur ajoutée, franchement, il faut applaudir cela et non le faire. Et non maintenant que cela, vous savez, entre les conservateurs et les progressistes, les conservateurs ont toujours tendance à montrer les progressistes comme si c'était des gens qui venaient semer le désordre. Non. Moi, je dis ce ministre est au travail et quand on est au travail, on peut commettre des erreurs parce qu'on est au travail. Et quand on est là à dire seulement que le chef de l'État nous a dit, le chef de l'État a fait ceci, le chef de l'État a fait ça et rien avant, on est dans l'inertie totale en disant tout que le chef de l'État, on a cité ça veut qu'au Cameroun, c'est ce genre de ministre qu'on doit applaudir, qui dit tout que le chef de l'État, et on applaudit pour les ministres qui mettent la main dans le cambouis et qui peuvent sortir quelquefois avec de la boue et ils vont laver les mains et ils vont continuer. Alors, en tout cas, un journal avait fait un classement, on parlait, je le donne de façon désordonnée, on parlait par exemple de Galebi Beye, on parlait de Malachi Manaouda, on parlait de Tangandi, on parlait de le ministre de l'Habitat, Ketia Koutez, bref, un certain nombre de membres du gouvernement qui étaient arrivés avec il faut qu'il continue dans cette lancée, mais qui aujourd'hui on observe pourquoi il y a eu ce ralentissement ou alors cette baisse de régime, cette baisse de régime, on ne sait pas trop. Donc on peut découvrir tout cela dans les tabloïds et dans les habitudes aussi. Donc on va dire autre chose, parlant d'émergence, qui parle également ce matin de la guerre ouverte entre les magistrats et notamment les greffiers, à la suite de ce qui est fait, les indemnités également et autres avantages qui sont supprimés. Les magistrats désormais vont bénéficier de 150 000 francs CFA pour le port, le port de leur robe, et alors que les greffiers attendent d'être indemnisés ou certains avantages depuis pratiquement 9 ans aujourd'hui. Oui, il faut dire que c'est un poids deux mesures. Les greffiers qui travaillent en collaboration avec les magistrats, pas de magistrature sans greffe. Oui. Donc pour dire qu'en principe, lorsqu'on décide comme ça de donner cette prime de 150 000 aux magistrats et qu'on oublie que les greffiers qui sont leurs collaborateurs directs, qui sont là depuis 9 ans, ont des attentes qui ne sont pas satisfaites, je pense qu'il faut rapidement, et les greffiers ont raison de sortir la tête de l'eau et dire qu'attention, c'est comme si vous nous oubliez, pourtant nous aussi nous sommes un corps qui est important dans le cas de la magistrature. Je pense que leurs plaintes sont
véritablement réelles et qu'il faille que le ministère de la Justice prenne cela en compte et qu'on puisse satisfaire les attentes des doléances des greffiers qui, depuis 9 ans, eux, attendent que certaines primes soient payées et entre-temps, on fait la cour et peut-être on caresse les magistrats dans le sens de poil. Mais ce qui est de leur bon droit aussi, il faut le dire. Voilà. Mais vous voyez que c'est la presse, c'est notamment notre confrère Émergence qui met ce dossier sur la place publique. Autrement, cela n'aurait peut-être pas été su et ça pouvait créer des graves problèmes. Donc je tire un grand coup de chapeau à nos confrères et vous voyez que beaucoup de choses au Cameroun sont portées par la presse. C'est inadmissible qu'on fasse la politique de 2 poids 2 mesures. Un ensemble de personnalités qui se retrouvent en audience, en robe, en toge, et qu'on accorde une prime de 150 000 aux uns et pas aux autres. Les greffiers sont les auxiliaires de la justice qui font pratiquement le même travail que les magistrats et sans qui la justice ou bien les audiences ne se tiendraient pas. Il ne faut pas accorder une prime aux magistrats et ne pas en accorder aux greffiers. Donc, il faudra corriger ça le plus rapidement possible. Alors, on va sortir pour qu'il n'y ait pas de grève ou bien de blocage ou de blocage dans le système judiciaire. On va sortir de l'émission cette fois, mais on va dire un mot sur ce qui se passe à la Dimamba. C'est la nouvelle expression qui revient ce matin avec une cité dans la ruine, carrément. Oui, pour dire tout simplement que, Flavien, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque les populations occupent des espaces, personne ne vient leur dire très souvent si ces espaces ne sont pas occupables. Et lorsque vient le temps de déguerpissement, on ne peut qu'avoir un peu un pincement au cœur et triste de voir des familles qui souffrent. Mais en fait, il faudrait qu'on corrige cette manière de faire. Les espaces d'occupation de sol, les endroits qui doivent être occupés, les communes, les comités urbains doivent prendre en main l'éducation et l'information des populations à temps pour que, lorsque vient le déguerpissement, qu'on ne dise pas qu'on n'était pas au courant. Mais le journal rappelle quand même que la décision prise vient de nulle part, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas qui a motivé. C'est ça qui est le plus important dans l'excellent travail de notre confrère Alphonse Djené qui a été sur le terrain, où il démontre qu'on ne sait pas, le sous-préfet est venu déguerpir avec des agents de la commune, des communes, comment on appelle, la police municipale, mais on ne sait pas d'où est venu l'ordre. Parce que le préfet ne se reconnaît pas là-dedans. On a détruit une quarantaine de maisons. On ne sait pas d'où est venu l'ordre. Est-ce qu'on doit continuer à fonctionner dans ce genre d'embrouillamie où on ne sait pas d'où vient l'ordre, pourquoi est-ce qu'on le fait, qui est derrière? Merci à vous. Vous aurez l'occasion de lire l'article en page 7 de la Nouvelle Expression ce matin et d'autres tabloïds aussi qui sont intéressés à cette même actualité. Je vous souhaite passer une très bonne journée. Merci. Bon mercredi et à mercredi prochain. Alors, demain, il sera à la même heure, c'est-à-dire 9h20 pour l'édition 4e de la semaine de la Revue des Grandes Lunes. Inch'Allah.